pas assez de place. Puisque le monde est ainsi fait, rempli de misère et de haine, il faudra dire à nos enfants que ce monde-là est à refaire. Il leur faudra beaucoup de temps pour refonder de nouveaux jours. Il leur faudra beaucoup d'amour pour à nouveau vivre debout. Oh, avant les grands tourments, avant les grands tourments, puisque le monde est ainsi fait, violent, injuste, il faudra dire à nos enfants que ce monde-là est à refaire. Il leur faudra bien du courage pour effacer tous les outrages, pour devenir enfin peut-être des hommes libres et responsables. Oh, avant les grands tourments, avant les grands tourments qui se dessinent, qui se profilent, qui se précisent. Alors enfin viendra le temps du beau, le temps du bon, redécouvrir la patience et la mesure du temps. Avant les grands tourments, avant les grands tourments. Et nous voici en direct. Bonsoir à tous. Vous écoutez Reportage VIP. Ici Jérôme à l'antenne. Je donne les micros à tout le monde. Vous êtes en train de nous visionner en vidéo, forcément, sur Facebook Live. Et nous sommes en mode radio sur vipradioonline.fr ainsi que sur Twitter et Periscope. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Florent, à toi de jouer. Merci Jérôme. Bonsoir, vous êtes bien Alors, en direct sur voilà. VIP Radio Online dans Reportage VIP. Nous sommes ce soir avec Blues sur scène. Il est 21h30 passé de 21h38 partout dans le monde, partout en France, mais pas partout dans le monde, puisqu'à Greenwood, par exemple, dans le Mississippi, dans l'état du Mississippi, il est 14h passé de 39 minutes. Le Mississippi, c'est le blues également, donc ça nous rapproche de Blues sur scène, qui est une association localisée à Mantes-la-Jolie. Nous sommes avec
Stéphane, Sébastien et Fanny, pouvez-vous nous présenter votre métier? Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour Blues sur scène? Alors nous, je pense qu'on va se présenter chacun de notre tour. Moi, Stéphane, je suis le directeur, donc du coup, je m'occupe de tout ce qui est gestion de l'association au jour le jour, et puis bien sûr, m'occuper de la programmation artistique, faire en sorte que le festival ait une belle affiche et gérer tout ce beau monde. Voilà. Je laisse passer mes camarades. Ok, moi c'est Fanny. Je suis chargée de billetterie et de relations publiques. Donc à la fois, je m'occupe pendant le festival de la billetterie, la mise en vente, les invitations, tout ça. Et le reste de l'année, je suis au contact avec tous les publics, avec les collèges, les lycées, les scolaires, toutes les personnes qui viennent au festival. Et puis moi je m'occupe de la production sur le festival. Donc c'est-à-dire que je coordonne l'ensemble des équipes et des personnes en présence pendant le festival, que ce soit les artistes, les techniciens, les bénévoles, pour faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions possibles et que le public puisse passer un super festival. Merci. Au quotidien, pour Blues sur scène, vous organisez le futur festival avec l'association Blues sur scène. Pouvez-vous nous préciser les liens entre les deux, entre l'association et l'équipe salariée? L'association, c'est Blues sur scène et c'est elle qui nous embauche, en fait, qui embauche toute l'équipe et qui regroupe le festival Blues sur scène, ainsi que le festival Factor Blues. Voilà. Le lien, c'est que c'est eux qui nous payent. Et il y a l'animation du club Mississippi, notamment. Oui, les clubs. Le club Mississippi, c'est des clubs qu'on organise, c'est des soirées privées qu'on organise pour nos partenaires et nos mécènes. Donc c'est une programmation qui est un peu en dehors de Blues sur scène du festival. Plus un club pour se retrouver avec tous ceux qui nous soutiennent et partager un bon moment. Vous accompagnez également un artiste durant l'année avec le dernier ayant remporté le tremplin Blues sur scène. Donc là, c'est de l'édition 2019. Comment se passe cet accompagnement durant l'année? Moi, je vais vous parler un petit peu de tremplin. Après, peut-être que je pourrais laisser parler Seb parce que c'est lui qui est vraiment en gestion de ça. Effectivement, Blues sur scène organise ce qu'on appelle un tremplin. Et le tremplin, c'est donner la chance à des gens qui sont en développement de pouvoir se produire et que nous, derrière, on l'accompagne du mieux qu'on peut avec notre réseau, avec nos savoir-faire. Mais voilà, Sébastien est en charge de ce dossier actuellement pour la nouvelle édition. Donc, on a prévu des nouvelles choses. On a revu le modèle un petit peu. Je vais lui laisser un peu en parler. Oui. Et en fait, par rapport au tremplin, donc l'année dernière, donc déjà, il n'a pas pu avoir lieu, mais cette année, donc il repart de plus belle. Donc, on a préparé donc tout un réseau pour la diffusion de l'annonce, donc qui va s'étendre sur toute la France. Les groupes seront sélectionnés par un jury composé de 6 personnes, et à l'issue duquel donc seront sélectionnés 5 finalistes, qui auront la possibilité de défendre leurs couleurs lors de la soirée du tremplin. Et donc le vainqueur du tremplin, en fait, aura la possibilité donc d'être programmé sur des festivals qui sont partenaires de Blues sur scène, donc Jazz à Vienne, le Jazz Monster Festival, et auront la possibilité de revenir aussi sur Blues sur scène pour l'année suivante. Et à côté de ça, ils auront le pressage d'un CD à hauteur de 1000 exemplaires pour les accompagner justement dans leur promotion et dans leur diffusion. Et puis voilà, et nous après on essaie aussi de les accompagner du mieux qu'on peut sur des projets futurs qui sont pas encore faisables, qui n'ont pas été faisables cette année en raison de la crise sanitaire qu'on traverse. Voilà. Merci. Fanny, pour les actions également en milieu pédagogique, les actions pédagogiques en milieu scolaire, il y en a tout au long de l'année avec cette musique qui traverse l'histoire. C'est le fil conducteur en fait, le blues. Oui, absolument. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur d'avoir un public le plus diversifié possible. Et les actions scolaires, c'est vraiment super parce que dans les écoles primaires, on propose en fait des ateliers, 6 ateliers qui sont étalés sur 2 mois, où les enfants peuvent soit faire du chant, soit de l'harmonica. Et ensuite,
ils peuvent faire une restitution avant les concerts du IN, où ils sont mis dans des conditions professionnelles et il y a un vrai public, ils sont sur la scène et c'est un super moment où on voit les enfants faire partie du festival et à la fois pouvoir en savoir plus un peu sur la musique, sur le blues, parce que les enseignants sont super vraiment avec nous parce que après les cours, ils permettent aussi d'étudier le blues sous plein d'aspects. Donc, tout le côté historique avec la ségrégation, l'esclavagisme, tout ça. Et comme ça leur fait des parallèles dans leur scolarité et ça leur permet aussi de participer au festival et de faire un peu de musique. Et ça, c'est chouette. Et sinon, avec les collèges et les lycées, on organise soit des rencontres musicales, soit des concerts, mais cette fois-ci qui se passe dans leurs établissements. Et c'est vraiment des moments de partage et de rencontres et de proximité avec les artistes et les élèves. Et là encore, les enseignants nous aident beaucoup aussi parce qu'ils font le lien, les professeurs d'anglais, les professeurs de géo, enfin, ils sont tous autour du festival pour essayer de faire des liens entre le festival et leur matière et aussi d'avoir des artistes internationaux dans les établissements. Donc ça, on est un peu fiers parce que les établissements nous font confiance et on a un vrai lien qui est très très chouette. Et c'est du public qu'on pourrait peut-être pas toucher sinon et du coup c'est top. Également des interventions en milieu autour des actions sociales sur Blues sur scène, c'est essentiel. Alors il y a plusieurs lieux puisque ça donne plein de sens à ce festival et les artistes viennent également pour cela parce que cette musique qui était historiquement rejetée parfois et ça a toujours beaucoup de sens d'agir en milieu social, notamment en maison d'accueil médicalisée, en centre d'accueil pour les personnes âgées, en hébergement, en centre d'hébergement d'urgence, en milieu carcéral. C'est le cœur, un des cœurs du projet sur le territoire pour Blues sur scène à ce niveau-là. Oui, oui, c'est vrai parce que à la fois on organise des concerts dans des lieux qui s'y prêtent, qui sont faits pour, où le public vient voir des concerts. Mais ce qui nous intéresse aussi dans notre projet, c'est de permettre à un public qui n'a pas accès aux concerts, pour qui c'est plus compliqué d'aller dans des salles, de pouvoir avoir accès aux concerts, au festival. Et c'est pour ça qu'on organise des concerts dans des lieux qui ne sont pas des lieux musicaux. Et c'est ça qui est super chouette pour favoriser, pour renforcer le lien social, pour là encore permettre des moments très sympathiques entre les artistes et les personnes qui sont dans ces lieux. Et aussi effectivement pour continuer de véhiculer un peu les valeurs du blues et son histoire. Il y a également la participation au comité d'organisation du OFF de EOL, du EOL Factory Festival. Stéphane. Oui, je vous entends mal. Ah, il y a également la participation au comité d'organisation pour le EOL, le OFF du EOL. Oui, on ne peut pas trop encore en parler aujourd'hui parce que c'est encore un peu, pour l'instant, c'est un peu confidentiel. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on peut en dire de manière, on va dire, sans prendre de risques. Après, effectivement, on nous a demandé d'intégrer un comité pour participer à ce beau projet qui est EOL. Et forcément, nous, on a dit let's go, on y va. Et donc, on a présenté un projet qui je pense, a plu et qui, je pense, sera un beau moment. Donc voilà, après, je ne peux pas encore trop en dire tant que je n'ai pas eu le feu vert de tout le monde. J'ai vu qu'il y aurait aussi quelques actions à Mantes avec le Tour de France, l'arrivée, puisque ça fera la dernière étape fera Mantes, Paris. Est-ce que c'est toujours pareil. Pour l'instant, on peut pas en parler de manière officielle, puisque c'est un projet qui n'est pas que, nous on intervient bien sûr, puisque encore une fois, comme pour EOL, en tant qu'acteur culturel du territoire, on nous a demandé de participer à ces grands moments de la vie du territoire. Après, on n'est pas tout seul dans tout ça, donc je peux pas trop en dire tant que, encore une fois, j'ai eu le feu vert. À suivre bientôt, donc sur les plateformes numériques.
très 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 bientôt. Bah, merci. En tout cas, on va passer à la deuxième partie. Donc là, c'était pour découvrir les différents métiers. On va découvrir comment s'est déroulée l'édition 2019 pour vous. Bah écoutez, nous l'édition de 2019 c'est extrêmement bien passé. On a eu un très bon bilan, donc on est extrêmement content. De très bons artistes, on a eu un très 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 bon accueil du public puisque on a dépassé nos prévisions qu'on avait imaginées et en remplissage et en billetterie, ce qui est un des faits dont on est très fiers. Donc voilà, il y a eu d'extrêmement beaux moments. On a tous un peu, on n'est pas tous d'accord sur les plus beaux moments du festival, mais il y en a eu plusieurs. Et franchement, si on pouvait refaire un festival aussi bien en 2020, déjà, ce serait une belle victoire. Rappelons que le festival, c'est un festival itinérant, donc qui va sur plusieurs sites, qui, en partenariat avec les salles de diffusion existantes, principalement, se déplace et donc propose une série de concerts, quelquefois le même jour, il y a plusieurs concerts. Et donc ça va de Rosny-sur-Seine à Conflans-Sainte-Honorine, donc dans l'ouest parisien, dans les Yvelines. C'était une très belle édition pour 2019. Vous particulièrement, Fanny, Sébastien, des apprentissages, des enseignements également avec Stéphane? Bah oui, surtout que bah, moi je suis arrivée en septembre, hein, donc c'était ma première édition, donc forcément j'ai appris plein de choses. Bah, avec Stéphane, on a appris à gérer le stress parce que mine de rien, ce festival, il dure quand même 3 semaines. Il y a des moments qui sont un peu stressants, mais on apprend à gérer tout ça et puis on apprend aussi à profiter un peu des concerts. On essaye de se réserver un petit quart d'heure, 20 minutes pour nous aussi aller faire partie du public et aller applaudir et crier parce que il y avait vraiment de très très belles têtes d'affiche et ça c'était un grand plaisir. Et puis bah, je sais, enfin la satisfaction du travail qui est plutôt bien fait, du coup quand ça se passe bien, ça fait plaisir de voir les salles remplies. Enfin c'est vrai que ça c'était vraiment des moments qui restent gravés. Sûrement parce que c'était aussi la première édition, mais je pense qu'on ne se lasse pas de moments comme ça. Et puis le plaisir de faire partie de cette équipe et puis d'apprendre ensemble. Et puis Stéphane nous porte beaucoup et du coup ça fait grandement plaisir. Il nous fait confiance. C'est le moment de le dire. Il nous fait confiance, il nous porte et du coup c'est une grande motivation pour ce festival qui effectivement dure 3 semaines et itinérant. Donc assez fatigant, mais finalement pris dans l'euphorie des bons moments qu'on passe, bah, c'est super. Merci beaucoup. Sébastien également, des apprentissages, des enseignements sur cette édition? Des apprentissages, je ne sais pas, mais ça a été en tout cas un festival très très intense, parce que comme le disait Fanny, on est arrivé en septembre, donc on a eu 2 mois pour préparer toute l'édition sur l'organisation, donc ça a été très très rapide. Mais ça a été aussi un super festival. C'est vraiment une chance inouïe de pouvoir bosser sur un projet comme celui-là. Et on en garde de très bons souvenirs, de belles anecdotes, voilà, des moments qui font que ce festival, c'est à la fois un grand moment pour le territoire, mais aussi pour nous professionnellement, puisque voilà, après festival, on a toujours le blues de l'après, quoi. Il ne se passe plus rien, il n'y a plus de concerts, on ne voit plus personne. Et ouais, non, c'est vraiment un beau projet, quoi. Merci. Stéphane, également, quelques apprentissages, enseignements par rapport à cette nouvelle édition de 2019? Je suis assez d'accord avec mes collègues. Cette année, ça a été assez intense à plusieurs facteurs, mais on a passé un très bon festival, on a une très belle équipe, très professionnelle et avec des grandes qualités. Si je leur fais autant confiance, comme l'a dit Fanny, je leur remercie de ce petit compliment qui fait toujours plaisir. Mais c'est aussi pour une bonne raison, c'est qu'on peut leur faire confiance et quand on travaille, voilà, l'apprentissage, je dirais que c'est quand on travaille avec des gens de qualité, on peut que faire du travail de qualité. Et donc, du coup, j'ai l'impression que ça s'est vu sur le festival, puisqu'effectivement, on a eu peut-être quelques difficultés au tout début. Mais au final, on a rendu un beau festival avec de beaux résultats. Je parle un peu de chiffres, mais c'est aussi dans mon rôle, hein, mine de rien,
d'être plus, d'avoir un côté un peu prosaïque et pragmatique. Et on a fait un très beau festival. Donc j'en suis très content et c'est aussi grâce à cette équipe, certes toute fraîche, mais de très grande qualité. Et en plus, le festival, rappelons qu'il y a les concerts, mais il y a également toutes les opérations de bar en scène qui sont assez incroyables. On va là où la musique est née. Oui, nous on a une opération bar en scène qu'on fait avec un très gros partenaire à nous qui s'appelle France Boisson. Donc voilà, merci à eux aussi parce que le off c'est aussi grâce à eux. Et il semble important d'amener l'ADN de blues, c'est d'amener la culture partout et pour tout le monde. Donc effectivement, il était cohérent de travailler sur une proposition, on va dire, abordable à vraiment tout le monde. Donc il propose une programmation gratuite qui reste quand même de qualité, puisque c'est des artistes qu'on peut aussi retrouver sur le IN. C'est des artistes qu'on travaille tout le long de l'année. Donc voilà, peut-être plus en backstage, mais et quel meilleur endroit de convivialité que les bars, surtout en novembre, parce que c'est notre période à nous. Et donc voilà, donc c'est plutôt une belle opération qui séduit toujours autant. On a toujours des bars vraiment remplis, donc continuons comme ça. Est-ce possible de présenter la naissance du festival Blues sur scène? Oui, alors. On revient un peu en arrière. Alors, peut-être pas les mieux placés pour la naissance, puisque comme vous le savez, on est une équipe qui est fraîche. Donc voilà, mais le festival est né d'une réalité qui était, on va dire, un peu sociologique, qui était qu'en novembre, c'était assez pauvre. Bon, le festival a maintenant 22 ans, hein, donc voilà, il a plus de 20 ans, il est majeur dans tous les pays du monde. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez vieux. Et donc effectivement, il y a plus d'une vingtaine d'années, Jean-Pierre Vignola, qui est un des fondateurs et créateurs de Blues sur scène, qui travaille dans la musique depuis des années, qui est revenu d'ailleurs travailler avec nous cette année sur le festival, est parti du constat qu'il y avait un certain désert culturel, en tout cas il y a quelques années, et qui voulait proposer quelque chose de différent, quelque chose de novateur au public monté. Et ça s'est créé, si je ne dis pas de bêtises, ça s'est créé à l'espace Brassens, ancien CAC. Donc voilà, donc c'est vraiment un festival qui est né à Mantes-la-Jolie, qui fait vraiment... c'est pour ça que c'est important pour nous. Les locaux sont restés à Mantes-la-Jolie. Donc voilà comment est né le festival. Et puis après, ce festival, il a plu, donc il s'est développé. Et il s'est développé avec des partenaires, comme tu l'as très bien dit, Florent, des partenaires d'autres salles de spectacle qui ont fait confiance au festival et qui ont laissé sa chance et qui en sont ravis, puisque 20 ans après, ils sont encore là. Donc, quelle meilleure preuve de fidélité et de réussite que rester là 20 ans après. Et on s'est étalé. Et après, effectivement, Blues sur scène a un gros volet social. Donc, c'était important pour nous d'aller toucher ce public-là. On s'est un peu étalé, voilà, preuve que ça fonctionne. Et puis voilà, c'est un petit peu toujours le projet. Continuer à se développer, continuer à proposer des beaux projets et continuer d'être digne de ce festival. C'est un vrai rayonnement sur le territoire parce que de Mantes, ça a fait plein de petits concerts un peu partout dans les Yvelines, tout au long de la Seine. C'est ça qui est le lien directeur, qui fait rassembler le plus grand nombre autour de la musique et de l'histoire de la musique. Bah oui, non, mais c'est important. D'ailleurs, c'est ce que disait Fanny. C'est des choses que l'on travaille. Quand on va sur des actions sociales comme dans les lycées ou dans les collèges, généralement, c'est des professeurs d'histoire ou d'anglais qui portent ce genre de projet à l'intérieur de l'établissement scolaire, puisqu'on est aussi un médium pour travailler de manière différente. Alors que ce soit comme nous, on propose des artistes américains, ce serait très difficile pour un collège de pouvoir accueillir. Nous, on facilite ça et ça permet aux élèves de parler en anglais ou alors d'aborder des questions d'histoire avec des gens qui sont directement impliqués là-dessus. Quelque chose qui plaît beaucoup, qui marche beaucoup et qu'on nous demande beaucoup. Donc, tant qu'on nous le demandera, j'ai envie de dire, on le fera. Et le dernier né, c'est le Tractor Blues. Le Tractor Blues qui est en mai, alors il n'aura pas lieu cette année, mais comment est-il né, ce Tractor Blues? Tractor Blues, une histoire aussi. Il est né, alors là, j'étais pas là quand il est né. J'ai repris l'éducation du petit. Mais c'est un festival qui se veut toujours dans la tradition de Blues sur scène, c'est-à-dire que depuis toujours, Blues sur scène a travaillé à développer une proposition et
et une démocratisation culturelle dans les lieux ruraux. Donc voilà, et Tractor Blues en est l'émanation parfaite, puisqu'on on crée un festival de toutes pièces de A à Z, un festival de qualité professionnelle avec des vrais artistes et en vrai staff. C'est pas une kermesse ou une guinguette, avec tout le respect que j'ai pour ce genre de manifestation. C'est vraiment quelque chose de professionnel dans des endroits qui sont à faible population. Donc voilà, et l'idée, c'est encore une fois de travailler sur cette démocratisation culturelle, apporter la culture. Blues sur scène, c'est ça. Nous, notre projet, c'est on ne dit pas que notre culture c'est la meilleure, on dit qu'on défend une certaine culture et qu'on l'apporte aux gens. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Si le public vient, c'est que le boulot a marché. Donc, c'est né de ça. Et on a rajouté à ça, l'idée aussi d'enrichir ça avec les acteurs du territoire. Et donc, on propose aux artisans locaux de venir faire découvrir leurs produits, leur savoir-faire. Et c'est vraiment un festival qu'on veut local, que ce soit par une certaine idée de la programmation, puisqu'on donne vraiment la chance aux artistes du territoire de venir ici, même si généralement on essaie de travailler une tête d'affiche qui est sexy et qui généralement vient un peu ailleurs, mais les artistes que l'on a en majorité sont quand même du Mantois, avec des artisans du Mantois, des techniciens du Mantois, full Mantois. Donc voilà. Et il y a toujours en plus pour l'image, il y a toujours le tracteur. Le tracteur et la guitare. On va dire c'est notre clé visuelle, on va dire c'est notre charte graphique. Voilà, c'est incontournable, qui permet de fédérer tout le monde autour de la musique et du territoire. Exactement. Et ben, on va arriver à la troisième partie, on va parler des réseaux sociaux. Qui s'en occupe chez vous, chez Blues sur scène? Parce que c'est le lien direct, c'est la porte d'entrée avec le public, les réseaux sociaux. Toujours très bien mené en plus. Merci. Alors, pendant le festival Blues sur scène, c'est Laure qu'on embauche vraiment pour la partie communication, parce que c'est un travail à part entière, vu qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi la plaquette, beaucoup de choses. Et le reste de l'année, c'est moi. Donc, en ce moment, c'est moi. Et c'est vrai que c'est notre lien privilégié avec le public toute l'année. Ça nous permet de publier hier des photos, par exemple. J'ai publié les photos de l'édition 2019 pour nous remettre un peu du baume au cœur et repenser aux beaux concerts qu'on a vécus. Puis ça nous permet de suivre un peu l'actualité des artistes qui sont passés, de reposter quand ils publient des choses. Surtout là, pendant le confinement, c'est chouette. Il y a pas mal d'artistes qui font des concerts en Facebook Live. Et du coup, on essaye au maximum de repartager ça. Et puis, quand on voit des choses amusantes passer aussi, enfin voilà, on essaye de montrer au public qu'on est là aussi toute l'année, qu'on existe. Et puis, ça nous permet aussi de parler des activités qu'on fait, le lien avec les scolaires, tout ça. Donc, c'est important pour nous et tant mieux si ça vous plaît. C'est vraiment excellent. Il y a également les remerciements. On vous remercie d'être présent également. Vous, des remerciements, j'imagine? Oui, nous, si on doit remercier le festival, les bénévoles. Bien sûr, le festival, c'est pas que nous trois. Hein. Loin de là, on a des gens, le bureau associatif qui fait un gros travail avec nous au jour le jour, avec des gens comme Dominique Jossem, Chantal Cipelletti, Jean-Pierre Vignola, qui ont parlé tout à l'heure, qui est un monument de la musique ici, et Sabine Lenoir, qui est très connue dans le domaine associatif. Surtout, on remercie nos partenaires comme l'AGPCO, qui nous soutient au jour le jour, la ville de Mantes-la-Jolie, le département, la région, les bénévoles, bien évidemment, sans qui on ne pourrait absolument rien faire, et le public qui vient, et bien sûr nos mécènes. C'est important aussi. Les souhaits qu'on peut vous transmettre pour l'avenir du festival et pour vous, dans vos métiers respectifs? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, je dirais que ça fonctionne bien. Que ça dure. Oui, c'est ça. Et puis qu'on arrive aussi à développer davantage nos actions dans le milieu social, à ce niveau-là, qu'on arrive à présenter de nouveaux projets pour les années à venir. Et puis aussi par rapport à la programmation, qu'on arrive à capter de nouveaux publics pour faire voir que le blues, c'est une musique qui reste encore très vivante au jour d'aujourd'hui.
et qu'il y a plein de choses à voir et à apprécier dans ce courant musical. Merci. En tout cas, ça donne toujours envie d'écouter du blues. Et dans vos concerts favoris, même s'ils sont tous exceptionnels sur ces éditions de Blues sur scène, s'il y aurait quelques images que vous avez conservées de 2019 et que vous avez envie de transmettre au public pour qu'ils puissent en revoir et venir sur les prochaines éditions, ça serait lesquelles? Alors pour moi, Papa Choubi. Pour moi, ça a été le gros concert que je voulais faire, le gros concert qu'on a fait, le gros succès. Donc pour moi, Papa Choubi, c'est un spectacle génialissime. On a beaucoup d'anecdotes d'ailleurs là-dessus. Seth pourra en parler, on a beaucoup d'anecdotes. Fanny, je sais pas si tu veux y aller. Papa Choubi, ça a été une grosse claque aussi parce que de voir autant de public et de voir un artiste qui déménage comme ça, c'était super. Mais j'ai beaucoup aimé aussi Livingstone qui était à Emmaüs à Follenville-d'Ennemont parce qu'il y avait plein d'enfants, il y avait leurs parents, il y avait le public, il y avait des bénévoles, il y avait toute l'équipe, les membres du bureau. Enfin, c'était le concert qui ramenait plein de monde, plein de publics différents et j'en garde un super souvenir parce que c'était vraiment le projet Blues sur scène tel qu'on le veut. Et moi, ça serait la soirée Chicago Blues qui a eu lieu cette année à Seineville, où il y a eu un petit Madison improvisé de la part des gens du public et c'était vraiment génial. En même temps, le guitariste était dans la scène, enfin dans la fosse, en train de se déplacer avec sa guitare pendant le solo. Et puis, il y avait les gens dans le fond de la salle qui étaient en train de danser. Et ce genre de moment que je trouve génial et qui fait que ce genre de festival est super sympa, quoi. Ah, c'est extra. Merci beaucoup pour cette interview. C'était un plaisir de vous avoir en direct. Et puis, on repartage tout ça. Tous ces moments, on les repartage pour vous retrouver très bientôt sur les réseaux sociaux. Et merci beaucoup. Merci à tous. Et tout de suite, on va pouvoir continuer en chronique, Jérôme, avec l'actualité. Oui, tout à fait. Alors, on a Muriel qui vient d'arriver. Bonsoir Muriel. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Hello. Alors, attendez, vous me voyez bien? C'est bon? Oui, très bien. Super. Alors, donc en fait, notre émission est en deux parties. Puisque dans 3 minutes, on fera une pause musicale et ensuite on passera à la deuxième partie de l'émission. Donc on va notamment parler des activités de Muriel, qui est niçoise. Oui, il fait beau, on a eu du beau soleil encore aujourd'hui. Ouais. Et puis tu nous parleras de tes activités en tant que coach de santé en entreprise. Yes, et pas que. Voilà, et pas que. Elle est reporter aussi sur notre radio. Elle a une chronique tous les samedis soirs, la chronique de Muriel B, qui est diffusée autour de 21h15, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. Et puis après, on parlera également du défi motorsport avec Jean-Louis. Oui, tout à fait. Et puis, je fais un petit peu le parallèle parce que notre radio se situe à la fois en Ile-de-France et sur la Côte d'Azur. Donc, pour une fois, je fais un petit parallèle entre les deux régions puisque on parlera de notre chroniqueur auto qui était à l'époque pilote officiel de SEAT sur le rallye Monte-Carlo en 94. Et puis je parlerai d'un de ses coéquipiers qui était Stéphane Roche. Stéphane Roche qui est un grand champion cycliste. Donc je reviendrai sur cette rubrique. En même temps, je peux rappeler il a vécu plus d'une bonne dizaine d'années dans le Vexin, à côté de Sagy. Donc, on va faire le parallèle, c'était un entraînement, etc. Donc, on parlera un petit peu de ce grand champion. Voilà. Il faut savoir que son épouse est, elle, du Val d'Oise. Florent, un mot à ajouter? C'est top. En plus, on parle local et puis on a le plaisir de la Côte d'Azur. Et oui. Tout pour passer un bon moment. Exactement. Eh bien, on va partir en musique. Donc, en début d'émission, on a écouté l'un de nos artistes qui est M. Boudax, qui est en Normandie, avec son titre, que je ne dise pas de bêtises, qui était À refaire.
Et là, on part tout de suite en musique écouter Grand Bec. C'est notre artiste RVPB qui nous vient directement de la Suisse. Il va nous chanter Faut bien rêver. Et ensuite, on se rejoint en vidéo sur Facebook Live via Zoom dans la prochaine réunion que je vous ai programmée à 22 dans 1 minute. Voilà. Et bien sûr, on reste en direct sur Facebook, mais on reste en direct aussi sur Twitter et Periscope en audio et sur notre antenne radio. Voilà. Allez, c'est parti, musique pour tout le monde et on se retrouve juste après dans 3 minutes, dans 4 minutes. Accroché à ses souvenirs. Petit, j'étais bien plus bavard, mais le temps a fait son travail. Comme un bagnard qui s'exécute, battant mon âme et mes entrailles. À l'école, c'était pas trop mal, j'avais de la facilité. Les notes au fond m'étaient égales. Moi, je voulais seulement m'amuser, courir le plus vite dans la cour, jouer au bon petit soldat, lorgner les filles qui un beau jour seraient toutes un peu folles de moi. Faut bien rêver. Parfois, tu sais, c'est tout ce qui nous reste. Très vite, les années ont passé, avec leur lot de lassitude, achevant de me transformer en une bête de servitude. Un bête pantin qui ne s'agite qu'au rythme des poignets qui dansent. Dans cet université sale où seule l'université fait sens. Toi t'es malin, toi t'iras loin, tu pourras faire tout ce que tu veux. C'est justement ça le problème, je sais bien tout ce que je veux. Et comment ça? Et t'as pas honte? D'autres rêveraient d'avoir ta chance. Eh bien ma chance, je la leur laisse, qu'ils viennent donc souffrir en silence. Faut bien rêver. Parfois, tu sais, c'est tout ce qui nous reste. Moi je suis perdu dans ce néant, à voir les badauds défiler. Et chaque jour, je me demande si je suis le seul à m'apitoyer sur mon sort pourtant pas si noir. J'ai à bouffer dans mon assiette, un lit où me coucher le soir, même la télé, puis internet. Mais en regardant de plus près les visages de ces hommes pressés et de ces femmes qui parlent si peu, mais qu'on ne doit pas oublier, je commence à m'apercevoir que ce mal qui creuse dans ma tête semble se répandre et encombre l'esprit des citoyens honnêtes. Ceux qui s'en vont que travailler, donner à manger à leur banque, voir les richesses s'accumuler, cherchant à acheter ce qui manque, qui rentrent chez eux le soir, la tête lourde, mise à l'amende, subissant déjà demain et tous les demain qui attendent. Bien rêver. Parfois, tu sais, c'est tout ce qui nous reste. Faut bien rêver. Parfois, tu sais, c'est tout ce qui nous reste. Voilà, de retour en direct sur l'antenne de RVPB VIP Radio Online pour l'émission Reportage VIP. Ici Jérôme à l'antenne. Voilà. Alors pour l'instant, je suis tout seul parce que j'attends à nouveau mes collègues pour la suite de cette émission. Donc ils vont pas tarder à arriver. Donc je vous propose de repartir en musique. On va écouter Chaque jour de M. Boudax, notre artiste RVPB, et on se retrouve dans 3 minutes. Je crois qu'il y a Florent qui arrive là, donc on va le récupérer après. Donc on écoute tout de suite M. Boudax, Chaque jour. Chaque jour que tu vis, tu t'accroches comme tu peux
dans ta tête, tu te dis qu'un jour, peut-être, ça ira mieux. En attendant, c'est par la musique, tu prends le large. En attendant, c'est par la musique que tu t'évades. Chaque jour que tu vis, tu te demandes si ta vie a vraiment un prix. C'est pour ça t'as le blues, t'as le blues. Chaque jour que tu vis, tu écoutes ces faux marchands de bonheur qui te méprisent, qui te mentent et qui te leurrent. En attendant, c'est par la musique que tu prends le large. En attendant, c'est par la musique que tu t'évades. Chaque jour que tu vis, tu espères en des jours meilleurs pour pouvoir enfin partir ailleurs, pour pouvoir enfin partir ailleurs, pour pouvoir enfin partir ailleurs, partir ailleurs, partir ailleurs. Voilà, de retour en direct. Ici Jérôme, avec Florent cette fois. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour l'instant, on n'est que deux parce qu'on a perdu du monde au passage. on a perdu Muriel et on a perdu Jean-Louis. Donc on va attendre qu'ils arrivent et puis on va continuer l'émission ensuite. Il n'y a pas de souci. Muriel essaye de se connecter. C'est les soucis du direct, hein, vous savez. Voilà, ceux qui nous écoutent sur Twitter et sur Vip Radio ne voient pas les lives techniques. Mais ceux qui nous suivent sur Facebook, vous vous en rendez bien compte. Voilà, c'est un peu du bricolage, mais c'est comme ça, c'est comme les radios libres. On est obligé, voilà, c'est comme ça, c'est le confinement. Donc on attend, voilà, il y a Jean-Louis qui arrive, il n'y a plus que Muriel qui arrive, et c'est bon, bah c'est parfait, bah c'est bon. Muriel va arriver, je suppose. Voilà, Je peux annoncer aussi que Anaïs, elle, qui présente We Have Smile, qui fait des vidéos, prépare une vidéo qui va arriver en cours de montage, donc, sur redonner une seconde vie aux cassettes de VHS. Donc, voilà, ça peut poser la question à tout le monde. C'est une question sans réponse. Et donc, Anaïs va répondre avec tout le soutien de RVPB. Bah oui, tout à fait. Voilà, c'est l'occasion. La petite info du soir, donc en termes d'écologie et de développement durable, donner une seconde vie aux cassettes VHS, c'est possible. La suite bientôt sur les plateformes. Ça donne envie et c'est toujours l'occasion d'apprendre en souriant. Alors Jean-Louis, de retour avec nous? Oui, tout à fait. Eh ben, on va t'écouter pour ta chronique de sport. Et puis, on va laisser le temps arriver Muriel. D'accord, eh bien, comme je vous disais, notre radio nous fait le lien entre la Côte d'Azur et l'Île-de-France. Donc là, c'est l'occasion d'en parler puisqu'on a passé donc, dans le cadre du défi motorsport, c'est-à-dire des vieilles photos qui passent sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn, sur nos réseaux sociaux, à la fois de Vip Radio Online et sur Presse Adom. On retrouve en ce moment Jean-Claude Liénard qui a été pilote professionnel pour SEAT
Et notamment, il a été en 94 dans l'équipe avec Stéphane Roche. Stéphane Roche, qui est un grand cycliste, puisqu'il a été champion du monde sur route, et il a gagné quand même nombre de victoires, dont le Tour de France en 87, si je ne me trompe pas. Et il habitait dans le Vexin à l'époque, chez ses beaux-parents, puisque sa femme habite à Sagy, à côté de Sagy. Donc voilà, donc pour lui, le Vexin, c'est un petit peu ça a été, pendant sa carrière professionnelle, son terrain de prédilection pour s'entraîner. Il répondait d'ailleurs fréquemment quand on discutait le kilomètre. Oh là, t'as perdu là. Je me suis entraîné dans le Vexin, pourtant dans le Vexin, c'est pas très grand, mais il se rappelle surtout de la montée de Montalet, qui est une... On t'entend plus. Jean-Louis, on t'a perdu. Il n'y a plus de micro. Ah, voilà, c'est bon. Non, c'est plus bon. Le micro. On t'entend plus du tout, Jean-Louis. On t'entend plus. Il y a un problème. Remets le micro. Le micro. Très mal. Voilà. Vas-y. Ah, voilà, c'est voilà, bon. là, oui. Parfait. D'accord. Oui, alors, lorsqu'il a fait le tour, donc Stéphane Roche, ils étaient 3 voitures en série. C'était des Seat Ibiza. Donc, il avait alors 34 ans et il habitait donc vers Cergy, Pontoise. Et il était donc tenté par le sport automobile. Ça me rappelle aussi que dans les années 80, on a eu Yves Joigny qui avait essayé aussi de mener à bien une opération avec Bernard Vallée, un pilote aussi, un cycliste, grand cycliste, qui était aussi très connu à l'époque. Et je me souviens qu'on avait fait quelques reportages un petit peu dans ce sens-là, entre l'automobile et la course cycliste. Donc voilà, ça se situe donc maintenant au niveau de 84, donc lorsque... Qu'est-ce qu'il fait? Allô? On te perd avec le micro. Eh bien, voilà, il était donc coéquipier. Il s'entraînait en stage de pilotage sur le circuit Jette dans le Val d'Oise, donc un circuit de pilotage. Et il avait un petit peu... il se rappelait que son père aimait beaucoup l'automobile, donc il a toujours été attiré par l'automobile. Et puis, une fois, il se promenait certainement pour l'entraînement, hein, il s'est retrouvé avec un pilote connu. Et sur le circuit de Croix-en-Ternois, il a rencontré un manager qui lui a permis de piloter une Formule 3000, une Porsche 959. C'était le patron de Lola Ford. Donc, grande découverte. Et puis, de rencontre en rencontre, notre Irlandais, donc cycliste, dans le peloton du Tour de France, s'est mis à penser à une reconversion en rallye. Donc, il avait alors à l'époque acheté une 205 rallye, ajouté un arceau, et il a débuté dans un rallye en Belgique. Voilà, donc en 84, donc il a fait ce rallye avec Jean-Claude, donc Jean-Claude qui vous rappellera aussi dans les prochaines éditions sûrement d'autres grandes épreuves qu'il a fait avec Seat. Et puis donc on a pu un petit peu le voir dans le col de Porte, dans le col du Granier, enfin dans différents circuits, sur le circuit du Tour Auto, du Tour Auto ou du Monte Carlo, qui est quand même proche aussi des grands cols que traverse le Tour de France régulièrement. Donc voilà, donc pour lui, sa définition du sport automobile, c'était effectivement le rallye. Il rêvait de disputer le RAC. Le RAC, pour nous, c'est l'équivalent du Monte Carlo en France, avec le rallye de Grande-Bretagne.
Et donc, il aimait tout ce qui était quand même aventure chronométrée. Voilà. Donc, il rappelle volontiers ce temps-là. Et c'était donc l'année, 3 ans avant sa victoire dans le Tour de France. Il avait aussi gagné un triplé historique, hein, Giro, Tour de France et championnat du monde. Donc, c'était assez extraordinaire de voir ce grand champion se reconvertir en sport automobile. Et vous imaginez retomber pour une marque automobile d'avoir un champion comme ça à son actif. Pour nous, on avait aussi couru en Ardèche avec, il y a eu Jean-Pierre Foucault, mais ça c'était une petite anecdote. Mais aussi, je me souviens, un fan, et puis son oncle était pilote automobile, c'était Jean-Louis Trintignant, son oncle grand Pétoulet, dit Pétoulet, était un grand champion aussi automobile du temps de Fangio. Et voilà, ce sont des grandes époques où l'on peut mener un petit peu avec des temps où le sponsoring était un petit peu comme dans le bateau actuellement, c'est qu'on trouvait quand même de grands sponsors. À l'époque, en Valais, il était chez RMO, et RMO et Dauphiné Libéré, c'était un marché aussi de pair. Donc voilà, c'était en même temps nos patrons de presse, donc c'était une grande époque, et dans le sport automobile, ça avait toute son importance. Voilà. Donc retrouver toutes ces photos, ça fait plaisir, c'est quand même intéressant. Et le même principe de partager des anciennes photos a lieu sur les photos de musique également. Oui. Comme quoi la photo. Très bien. Alors, les soucis des directs continuent, les gens là. Donc, je viens de vous envoyer à l'instant sur notre Messenger la réunion que je viens de créer tout de suite en direct, parce que Muriel n'arrive pas à rentrer dans cette réunion Zoom. Donc, je vous en ai programmé une autre qui a démarré à 22h26. Donc, on se rejoint sur Messenger, vous cliquez et on se rejoint sur l'autre réunion. C'est les soucis du direct, c'est comme ça, mais on va y arriver. Allez, à tout de suite. Voilà, donc comme je vous disais, ici Jérôme en direct, je vous mets une musique en attendant. Je vous mets Le Chemin de M. Boudax et on se rejoint juste après. D'où je viens, j'ai laissé en chemin mes matins d'enfance et un peu d'espérance. D'où je viens, mes pas sur le chemin imprègnent ma vie de mélancolie, de mélancolie. Et pourtant, il me faut vivre. Et mes pas m'emmènent sur l'autre rive. Oui. Seul. Sans savoir où je vais, seul. Seul. Sans savoir où je vais, seul. Seul. Sans savoir où je vais, seul. Seul. D'où je viens, j'ai mordu la poussière et vu tant de misère. Là d'où je viens,
cherche à l'horizon des contrées oubliées. Et pourtant, il me faut vivre. Et mes pas m'emmènent sur l'autre rive. Seul. D'où je viens, long, 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 long est le chemin. Et la peur au ventre, sans me retourner, je vais seul sans savoir où je vais. Seul, sans savoir où je vais, seul, sans savoir où je vais, seul, Voilà, de retour en direct, cette fois avec tout le monde. Sur Reportage VIP, c'est les soucis du direct. C'était l'occasion d'écouter Grand Bec tout à l'heure et maintenant Mboudax. Et puis, bien sûr, on remercie, Florent, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'équipe de Blues sur scène. On t'écoute? Et oui. Voilà, t'as le son, c'est bon. Merci toute l'équipe de Blues sur scène avec Stéphane, Sébastien et Fanny et Blues sur scène, comme on vous a dit. On partagera les futures nouvelles qu'il y a et en attendant, on va pouvoir poursuivre cette émission avec Muriel. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, on a eu Jean-Louis qui nous a fait sa chronique Défi Motorsport. Donc, Muriel, maintenant, on passe à ton égard. Donc, raconte-nous un petit peu tes infos et ton actualité. Alors, j'ai plein de choses. Déjà, j'entendais la chanson Seul. Et d'ailleurs, j'avais envie de dire aux auditeurs et à nous tous, bien sûr, vous n'êtes pas seuls. Alors, donc moi, Muriel, bien sûr, je fais la chronique de Muriel B, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, le samedi soir. Et alors, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis l'auteur d'un polar. Alors, vous voyez écrit à l'envers, c'est « J'ai suicidé mon boss ». Alors, en fait, ce polar, je l'ai écrit il y a quelques temps et c'est un polar qui parle d'un sujet très drôle, avec recul et humour, qui est tout simplement le burn-out. Alors, en fait, l'activité du moment, il y en a plein, puisque le burn-out, un salarié sur deux était déjà épuisé avant le Covid. Et j'ai bien peur que la crise à venir, que ce soit la crise sanitaire économique du moment, complique un petit peu la situation pour après. Alors, on ne va pas compliquer, on ne va pas, se prendre la tête plus qu'il ne faut. Hein. On est ensemble tous ce soir. Et quand je dis vous n'êtes pas seuls, c'est justement pour dire à tous nos auditeurs, à toutes les personnes qui ont des moments où elles se sentent seules, qu'elles ne le sont pas parce qu'il y a plein de choses en place et que souvent le sentiment de détresse et de solitude est tout simplement lié à une croyance et qu'il y a plein de choses pour vous aider. Alors, cette chronique du samedi soir, c'est toujours sur le travail, la santé et le bien-être. Pour moi, c'est un triangle d'or, un tout indissociable. Et donc, j'ai un cabinet d'hypnose, de coaching. Alors, en ce moment, j'accompagne à distance, bien sûr, des personnes en état de burn-out, mais aussi en état de crise suicidaire. Alors, l'idée, c'est vraiment d'aider les personnes de tout âge, parce que, malheureusement, il y a des juniors, des seniors, et puis tout le monde est concerné par le burn-out, par l'état dépressif. Et alors, donc, mon actualité, Jérôme, pour répondre à ta question, il y en a plein.
Donc, bien évidemment, j'ai plein d'outils de coaching, mais dernièrement, alors l'hypnose est ce que j'utilise le plus parce que ce soit pour des phobies, des addictions, du burn-out, enfin, c'est très très rapide et moi j'aime bien et de toute façon, les personnes ont besoin d'aller vite bien. Et donc, j'ai découvert dernièrement l'intelligence émotionnelle. Donc, je m'en sers beaucoup, c'est vraiment très pertinent puisque finalement, nous sommes juste le fruit de nos émotions. Hein. Et l'intelligence émotionnelle, c'est tout simplement être intelligent avec ses émotions. Et donc, en ce moment, à Nice, je suis en train donc, de travailler, je fais un DU de suicide, voilà, de suicidologie. Et c'est ce qui vraiment aujourd'hui me permet de vous dire à tous, vous qui vous sentez seuls, vous n'êtes pas seuls parce qu'il y a plein de choses qui vous ont échappé parce que vous n'aviez pas de solution pour trouver et faire face à vos problématiques du moment, mais il y en a. Alors, en ce moment, on en parle beaucoup avec le Covid-19. On présume déjà qu'il va y avoir un taux de suicide bien plus important qu'aujourd'hui. Alors, ne pas en parler, c'est justement, il faut en parler. Il faut en parler et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors, il ne faut pas croire qu'on est dans une période de sinistrose. Hein. Le confinement, alors sauf bien évidemment, malheureusement, si on est soi-même malade, touché, ou si on a eu des proches, là, c'est des situations très graves. Mais au-delà de ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que le mal-être que l'on peut ressentir lié au confinement, c'est juste une posture qu'on a par rapport à une sensation, un étouffement. Alors moi, aujourd'hui, j'ai une grande pensée aux personnes qui sont aussi bien à Paris qu'à Nice ou dans toutes les autres régions où malheureusement il y a eu les attentats, puisqu'on sait que les victimes d'attentats sont déjà en choc post-traumatique et qu'en soi, pour certains, le confinement est un deuxième choc post-traumatique. Alors, d'ailleurs, une vidéo sur le Congrès international des victimes de l'attentat avait été diffusée sur la radio VP, puisque en fait, à Nice avait eu lieu au mois d'octobre, je crois, 2019. Hein, voilà. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, bien évidemment, c'est un message d'espoir. Hein, ne croyez pas que tout ce que je vous dis ce soir, c'est pour que vous dormiez mal, bien au contraire. Hein. J'ai envie de vous dire, si vous-même, vous avez des idées noires, ou si des personnes autour de vous ont des idées noires, alors vous savez, une idée noire, elle n'arrive pas par hasard. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain, oui, si, bien sûr. Du jour au lendemain, je peux être très contrariée, mais l'idée noire, ça fait longtemps qu'elle est là. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu des gros problèmes depuis quelques temps, et comme je ne vois plus aucune solution objective, j'en ai une qui sera certainement la meilleure pour mettre fin à tous mes problèmes. Et ça, quand autour de vous, vous avez des personnes qui vous passent des messages du style « j'aurai plus de problème » ou « t'inquiète pas pour moi », eh bien, n'hésitez pas à leur parler et de leur dire « ah ouais, c'est quoi, ça y est, tu as trouvé une solution, tu veux te pendre, tu veux te flinguer ?» Pourquoi? Le fait de ne pas parler de ça, ça confirme à la personne que vous êtes loin d'elle, que vous ne savez pas l'écouter ou que vous ne savez pas lire entre ses mots. Donc, n'hésitez pas, si autour de vous, vous avez ou vous-même des idées noires, des personnes dans votre entourage qui sont démunies face à la détresse du moment, face à l'isolement, qui ont tendance à avoir des conduites à risque, hein, que c'est des addictions, alcool, drogue, enfin, tout ce que vous voulez, ne les laissez pas seuls, parlez-leur, dites-leur qu'il y a vraiment des choses. Alors, on parle beaucoup déjà de choses qui sont faites. Il y a la violence pour les femmes, hein, au 39-19. Alors, pareil, un message, quand on leur dit « allez à la pharmacie », peut-être qu'elles ne peuvent pas aller à la pharmacie. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire à ces personnes, c'est si vous vous sentez en danger, peut-être écrivez un papier, glissez-le dans la boîte aux lettres de chez vous en bas, ou si vous est difficile de communiquer, trouvez toujours une alternative, faites-le savoir. Et que ce soit exactement pour les enfants, des enfants juniors, petits, hein, à tout âge. Les enfants aujourd'hui sont très, très dégourdis, j'ai envie de dire. Si vous n'avez pas le moyen de communiquer par un téléphone, communiquez autrement, écrivez. Alors pourquoi je parle de ces personnes? Parce que ce sont des personnes qui sont fracassées et violentées au quotidien et ça fait partie de leur vie et que le confinement est pour elles justement un moyen quelque part de trouver une alternative fatale qui peuvent mettre fin à leur souffrance. Alors, je parlerai aussi d'autres personnes. J'ai commencé en vous parlant du burn-out, donc on pense tous au burn-out en entreprise.
Donc, en entreprise, tout le monde est concerné, que ce soit les salariés, les collaborateurs et les dirigeants. Donc là, c'est aussi un numéro vert. Vous avez peut-être entendu au sein des cellules Covid-19, on a un numéro vert pour les dirigeants en entreprise qui sont en grande souffrance puisqu'ils savent qu'aujourd'hui, non seulement leur boîte est coulée et que malheureusement, ils embarquent avec eux tous les salariés. Donc, il y a un numéro vert qui est le 0805 65 50 50 avec APESA, qui est une association qui s'occupe des dirigeants. Alors, un autre sujet aujourd'hui qui est vraiment source de grands tracas, c'est l'école. Alors, on parle beaucoup de l'école, donc les mamans finalement ou les parents sont à se dire « mais qu'est-ce que je fais de mon enfant? Est-ce que peut-être je l'emmène ou pas ?» Pareil, je vais vous dire un message dans la vie, quand on est dans une phase de tourment, et quel que soit le tourment, les idées noires, elles arrivent tout simplement parce qu'on a peur. On a peur, on est paralysé par la peur et on n'est plus dans l'action. Alors moi, le message que j'ai envie de dire aux jeunes parents qui se disent « mais est-ce que je mets mon enfant à l'école? Et peut-être je suis contraint de le mettre à l'école parce que je dois reprendre mon travail. Et là, j'ai plus le choix. » C'est de vous dire, peut-être valider déjà auprès des établissements scolaires, regardez est-ce que les mesures de sécurité vous semblent bien et si réellement au fond de vous, vous sentez que ce n'est pas convenable, mais ne mettez pas vos enfants à l'école, puisque en plus, je veux dire, on est vraiment dans cette crise où on comprend des parents qui ne mettent pas leur enfant à l'école. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a 1001 raisons effectivement de ne pas aller très bien. Mais comme je vous l'ai dit, ma chronique c'est travail, santé, bien-être. Alors maintenant, je vais vous parler du bien-être. Vous comprenez bien qu'on ne va pas se coucher sur une phase un petit peu triste. Je vous l'ai dit, mon message, c'est si vous vous sentez très mal, il y a des alternatives, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Moi, en l'occurrence, en plus, c'est vraiment, je suis là-dessus. Alors, pour aller bien, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'aime bien dire, pour bien se lever le matin, il faut commencer par bien se coucher la veille. Parce que si je commence à m'endormir, à écouter peut-être des choses de l'intox, à rabâcher et écouter des gens qui rabâchent toujours la même chose autour de moi, alors pour bien se coucher, on fait quoi? Déjà, ce soir, on écoute la radio, voilà. On peut regarder bien évidemment des films drôles, écouter de la musique sympa, finir la journée en beauté, car finalement, la nuit, en fait, elle restera sur la fin de votre journée. Et les ruminations intempestives, elles seront présentes. Et à partir du moment que vous prenez l'habitude le soir de vous débarrasser de tout ce qui vous a intoxiqué, tout simplement, vous vous permettez de passer une bonne nuit. Et du fait de bien dormir, bien évidemment, ça vous permettra de bien vous lever le matin. Et pour tout ça, vous savez quoi? Bien souvent, on ne sait pas, mais on travaille beaucoup trop avec notre hémisphère gauche. Donc, il y a des choses très simples, des choses qui, quelquefois, nous semblent même ridicules. Mais le ridicule ne tue pas, pardon. Donc, ce que j'ai envie de dire, n'hésitez pas à vous servir de votre cerveau droit au maximum. C'est quoi le cerveau droit? C'est celui avec lequel on va composer de la musique. Par exemple, on va chanter, on va faire du coloriage, on va dessiner, on va peindre, je sais pas, on va faire de la couture. Donc, les couturières aujourd'hui qui font des masques, vous voyez, elles sont dans l'action. Donc, elles, aujourd'hui, elles ne subissent pas. Alors, bien évidemment, elles sont comme tout le monde, on est tous plus ou moins. Je n'oublie pas et surtout ne pensez pas que j'oublie des personnes qui sont vraiment en détresse parce qu'il y a vraiment des grosses situations graves. Mais en réalité, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, vous savez quoi? À partir du moment où vous respirez par les voies naturelles et que vous avez à manger, que vous êtes dans un abri, voilà, mais la vie est belle, quoi, tout simplement. Alors, profitez justement de ce temps de confinement pour vous amuser, pour colorier, profitez de vos enfants. Bien sûr qu'ils vous cassent les pieds et les oreilles, mais ils sont là avec vous, vous les aimez. Et qu'est-ce qui est mieux que d'être tous ensemble? Alors, au fond, j'ai envie de vous dire, pour finir, parce qu'on ne va pas passer la nuit là-dessus, si vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas, je vous redis mon polar, lisez-le, il est très drôle. J'ai suicidé mon boss. Alors, bien sûr, vous voyez le titre à l'envers. Et si je le retourne, eh bien, vous verrez le tueur. Moi, je le vois à l'endroit. Voilà, donc encore un message, surtout, vous n'êtes pas seul. Un grand merci aux soignants, on les adore, sans eux, mais qu'est-ce qu'on ferait? Ils travaillent, eux, et tout l'écosystème qui travaille autour de la santé, mais pas que, les éboueurs, les agriculteurs, enfin tous, on pense bien à eux. Continuons tous ensemble à être sages en restant chez nous, en se protégeant, évitons de sortir. Et puis j'ai envie de vous faire un petit cadeau finalement. Ceux qui ont envie de lire les polars et qui aiment bien lire les polars, si vous voulez, vous pouvez tout simplement m'envoyer un petit mail sur ma boîte mail j'ai-suicidé-mon-boss.com et avec un grand plaisir, je vous offrirai mon polar.
Et puis, si vous voulez regarder un petit peu ce que je fais de plus, n'hésitez pas à voir le site êtrebienmieux.fr où vous aurez mes coordonnées. Donc voilà, je suis à Nice, tout près de Jérôme. Alors là, on est confinés, mais Voilà. bon. Et voilà, donc n'hésitez pas, si je peux vous aider, bien évidemment, je suis là pour ça. Et prenez bien soin de vous. Merci Jérôme, merci Jean-Louis, merci l'équipe. Et puis, on continue l'aventure VIP. Voilà. Bah, merci à toi Muriel en tout cas pour cette belle chronique que tu nous as fait en direct pour nos auditeurs. Hein, et j'espère que ça leur portera conseil de toute façon. Puisque, bah, comme tu l'as dit, hein, le confinement, c'est pas forcément une chose simple, mais on va y arriver et on va arriver au bout. Et déjà, le 11 mai, il y a peut-être une porte qui va s'ouvrir. Hein. J'ai appris qu'on était vert aujourd'hui. Et on a enfin récupéré notre département verdoyant dans l'arrière-pays. Non, mais bon, voilà, on était orange hier. Voilà. Donc l'Île-de-France, c'est mal parti pour l'instant. Hein. Ils sont toujours rouges, hein, mais bon. C'est compliqué, il faut être prudent Ouais. pour eux aussi. Toutefois, on a quelques clés maintenant pour déjà bien dormir avec des bonnes ondes positives comme avec Reportage VIP, RPPB. Au moins, déjà, ça permet de se réveiller mieux le matin avec le sourire. C'est ça, prendre en souriant. Hein. Exactement. Alors, on va passer un petit peu justement, on va continuer sur... Alors ça, c'est ma chronique, c'est la chronique de l'actualité. Parce que du coup, confinement oblige, j'ai plus de temps. Donc forcément, tous les jours, quasiment, hein, on va dire 5 jours sur 7, je fais un petit journal audio pour débriefer l'actu locale et nationale. Ah bah Jean-Louis, t'as pas de micro, j'arrive pas à te le mettre. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Et donc du coup, je vous fais un petit récap dans cette émission du samedi soir de ce qui s'est passé cette semaine. Et puis du coup, ben, Muriel, Florent et Jean-Louis, le micro est à vous pour commenter avec moi l'actualité. Alors, alors hop, je sors mon texte parce que j'ai pas tout dans la tête quand même. Alors donc, alors déjà, c'est en commençant par lundi. Lundi, les pharmacies ont eu l'autorisation de pouvoir vendre des masques non sanitaires fabriqués selon un processus industriel et répondant aux spécifications techniques applicables. Donc en fait, pour faire simple, les pharmacies depuis lundi 27 avril sont autorisées à vendre des masques grand public en tissu à leurs clients. Alors évidemment, lundi, elles ne les avaient pas parce que le temps de les commander, de les recevoir, etc., c'était compliqué. Et donc, ces masques en tissu, ils arrivent, s'ils ne sont pas déjà arrivés, dans la semaine, parce qu'on est quand même samedi, ça a dû arriver, donc en officine, et ils sont vendus entre 5 euros et 15 euros. Sur ce type de masque, l'État ne fait pas de tarif, comment dire, plancher. Voilà. Par contre, ils vont vendre également des masques chirurgicaux aux Français, et là, le tarif est plafonné à 95 centimes. Mais ça, je vous en reparle après dans la semaine. Donc il y a déjà eu les pharmacies qui ont eu l'autorisation de vendre des masques au public à partir de lundi. Ensuite, il y a une autre info qui était intéressante. Là, je pense que Muriel, tu peux peut-être nous en parler aussi. Il y a des chercheurs de l'INSERM et de l'université qui ont lancé lundi un numéro de téléphone national, le 0806 800 540, pardon, je vais y arriver. Appelé Allo Covid, destiné à informer et assurer un suivi en temps réel de l'épidémie grâce à l'intelligence artificielle 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc en fait, ce numéro Allo Covid 0806 800 540, ça permet, si vous vous sentez pas bien, que vous pensez que vous avez des syndromes, pourquoi pas du Covid, vous pouvez appeler, vous allez avoir un robot un téléphonique qui va prendre vous poser des questions. Et en 3 minutes, l'agent virtuel intelligent est capable de synthétiser les informations médicales et il va vous orienter s'il faut appeler le SAMU, etc., ou s'il faut appeler votre médecin traitant, ou si vous pouvez rester confiné chez vous, si tout va bien, parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent se faire pas mal de sang d'encre en pensant être affectés par quelque chose, et puis qu'au final, peut-être c'est moral et il n'y a rien physiquement. Voilà. Donc, est-ce que vous connaissiez cette plateforme Allo Covid qui a ouvert cette semaine? J'en ai entendu parler, oui. Oui, moi aussi. Alors, si j'avais un message à dire aux personnes, c'est donc effectivement, n'hésitez pas. Hein, vous allez, c'est un diagnostic. Hein, c'est comme le diagnostic auto de votre voiture. Hein, on va prendre la pression, on va tout de suite voir si ça va, si ça va pas. Si le diagnostic est rassurant, voilà. J'ai envie de dire, ayez confiance. Après, si vous vous sentez pas rassuré par que surtout vous avez des symptômes qui continuent,
bien évidemment, là, pour le coup, peut-être refaites une deuxième fois le diagnostic, mais bon, voilà, l'intelligence artificielle, c'est une chose, les symptômes réels en sont une autre. Hein. Donc, dans les deux cas, on ne psychote pas, hein, on ne va pas dire qu'on a tous le Covid si on ne l'a pas, mais si ça ne va pas, voilà, au-delà de ça, vous pouvez continuer une autre démarche plus sérieuse si vous vous sentez peut-être de plus en plus mal en point, je dirais. Voilà, puis il faut surtout. Oui, oui, vas-y. Un constat localement qu'on a constaté localement, c'est que c'est tout âge. Il y a une appréhension sur la maladie, sur la peur vis-à-vis du Covid-19, qui touche un petit peu toutes les générations et pas seulement les personnes âgées, il ne faut pas croire. Et ça touche aussi des jeunes, des très jeunes, des sorties d'adolescence ou très jeunes enfants. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte dans son entourage. Je rejoins Muriel là-dessus parce que c'est vrai que c'est important. Et voilà, je voulais rappeler que c'était pas seulement une génération ou une autre qui était touchée par ça. Je pense que cette peur est quand même réelle. Donc après, il faut d'une manière ou d'une autre la gérer, en parler, etc. Voilà, puis il ne faut pas oublier non plus que les gens qui ont des pathologies récurrentes, hein, des maladies actuelles, enfin chroniques, il ne faut pas oublier, bien sûr, de consulter votre médecin et de ne pas vous dire oh, non, non, on est en confinement, je reste tranquille à la maison, je ne bouge pas, je ne soigne pas ma maladie chronique. Non, non, il faut le faire. Les médias en ont parlé. Au début, les médias n'en parlaient pas trop parce qu'il y avait une saturation totale de la réanimation. Mais maintenant que ça va quand même mieux, il y a à peu près 4000 personnes en réa au début de l'épidémie, il y en avait 7000. Donc maintenant, il faut quand même vous le dire, si certaines personnes ont des maladies chroniques, il faut vraiment consulter vos docteurs. Les spécialistes vous reçoivent. Hein. Moi, je ne vous parlerai pas de mon cas, mais je sais qu'il y a des rendez-vous actuellement à Cagnes-sur-Mer, etc. Les spécialistes reçoivent les patients sans aucun problème. Mais il faut le rappeler parce que quand même, les gens ne sont pas forcément tous au courant. Puis tout le monde ne regarde pas la télé toute la journée ou plusieurs fois par jour pour se tenir informé. J'ai eu encore aujourd'hui quelqu'un qui m'a interpellé pour me demander comment faire pour avoir des masques. Mais la personne, elle a une pathologie, elle a eu un cancer. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais normalement, si tu préviens ton médecin, il te fait une ordonnance et logiquement, tu peux avoir des masques chirurgicaux en pharmacie puisque tu es prioritaire. Tu es une personne à risque. Et du coup, elle s'est renseignée dans la journée, du coup, elle a appelé son docteur, elle m'a remercié et elle m'a dit effectivement, je vais faire ce processus-là pour pouvoir obtenir les masques chirurgicaux. Voilà, donc les gens ils s'informent mal en fait, des fois. Alors Jérôme, si tu me permets, justement, c'est très bien que tu parles des personnes à maladie chronique. Donc comme tu le sais, je suis au sein de l'Association française de la polyarthrite et des maladies inflammatoires chroniques. Et effectivement, nos patients, alors on a eu beaucoup d'inquiétudes au niveau du Covid puisque le professeur Raoul avait suggéré un traitement et ce traitement soigne les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Donc, les patients ont été très inquiets concernant la pénurie de ce médicament. Donc, bon, ça se passe bien. Et ce que tu as dit est très, très vrai. Il faut absolument que vous continuez vos traitements. S'il y a des personnes qui sont en fin d'affection longue durée, vous continuez, vous allez voir votre médecin généraliste. Hein. Les papiers doivent être faits normalement. Et voilà, les gens sont encore en train de soigner. Et surtout, n'arrêtez pas vos traitements en aucun cas. Hein, très important, c'est très bien que tu l'aies. Tout à fait. Et puis en plus, là je parle en connaissance de cause sur les Alpes-Maritimes, mais la sécurité sociale fonctionne, ne vous inquiétez pas. Mais même en région parisienne, hein, Jean-Louis, tu en sais quelque chose, la CPM fonctionne, tous les services de la Sécu fonctionnent aussi dans les Alpes-Maritimes, et puis ailleurs, hein, en France bien entendu, mais moi je vous le dis en connaissance de cause ici, les retraites sont versées, il n'y a pas de problème, les délais sont respectés, donc voilà, il ne faut pas vous inquiéter, la Sécu est là pour vous. Ensuite, une info qui est tombée aussi le 27, alors là, Jean-Louis, je pense qu'il va s'interposer, c'est le Grand Prix de France de Formule 1 qui se déroule chez nous en PACA, dans le Var, au Castellet, qui a été annulé. Voilà, pour cette année 2020, en raison de ce Covid-19. L'hypothèse d'une course à huis clos a été écartée. Et la saison de Formule 1 débutera donc par le Grand Prix d'Autriche du 3 au 5 juillet à huis clos. Voilà, un mot, une réaction? Oui, et le parrain de notre radio, Christian Lavieille, devait partir en Chine. Mais tu vas me devancer, on en parle après. Lui, son rallye est reporté. Oui, on en parle après, ça c'est mardi. C'est un rallye qu'il a gagné l'année dernière en Chine.
Là, on parle Formule 1. Un petit mot sur le Castellet qui est annulé. Oui, Non? j'entends mal à nous. Ah, je disais si tu avais un petit mot à dire sur l'annulation du Grand Prix de Formule 1. Ben, c'était prévisible, hein. Je crois que là, actuellement, on est aussi dans une période de prolongement d'élections aussi au sein de la Fédération française de sport automobile. Et ça revient un petit peu différentes choses parce que c'est vrai qu'il y a besoin de changement et on s'aperçoit aussi que la Formule 1 est quand même un petit peu étouffée, ne serait-ce que par le coût que cela génère. Et puis, d'autre part, des champions, une relève, à ce niveau-là, comme dans toutes les grandes écuries, sûrement le foot que je ne plus loin, mais en tout cas, le cyclisme, c'est la même chose. Donc, il y a un besoin d'entraînement, mais l'entraînement, ça, il y a les simulateurs qui, depuis longtemps, fonctionnent. Les pilotes travaillent avec ça, hein, donc c'est un outil de travail pour eux. Mais aussi différentes choses. Et c'est sûr qu'une saison qui démarre ou qui sera peut-être hypothétique démarrera dans les mois qui suivent, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Je pense aux professionnels, notamment même les écuries, puisque comme nous, associatifs aussi, les associations sont très touchées par rapport au financement, le peu de financement que l'on a, qu'on soit professionnel ou pas. Ça entraîne des difficultés comme pour les commerçants ou les TPE, hein. Mais c'est à plus ou moins grande échelle, évidemment. Et oui. Ça touche tout le monde. Et puis pour le Grand Prix, un huis clos aussi, ça veut dire aucune entrée de billetterie, quoi. Donc ça veut dire beaucoup d'argent en moins aussi pour la région. Et je pense que ça a pesé dans la balance pour le huis clos, parce que c'est comme un match de foot sans spectateurs, hein, c'est pareil, hein, donc voilà. Bon, ensuite, Stéphane Clair, le directeur du circuit, et comme tout le monde, il a la chance d'habiter pas très loin du circuit, mais il est en télétravail. Voilà, tout le monde est à la même enseigne, donc alors ensuite, mardi, que s'est-il passé? Mardi, c'était la grosse info de la journée donc qui s'est passé. C'est ce que tout le monde attendait. C'était comment allait se passer la stratégie de déconfinement. Donc c'est notre Premier ministre Édouard Philippe qui en a parlé à 15 h en plein après-midi. À l'Assemblée nationale, et donc il a donné ses différentes annonces. Alors bon, je ne vais pas toutes les réitérer parce qu'elles sont longues, il y en a eu quand même pas mal. Maintenant, la majeure, c'est vraiment le coût de la carte, hein. Donc comme vous l'avez entendu, chaque jour on a la carte de France qui est découpée par département, pour l'instant il y a 3 couleurs, il y a le vert, le orange et le rouge. Le orange va disparaître au fur et à mesure jusqu'au 7 mai, et le 7 mai on sera soit en vert soit en rouge pour tous les départements de France. Il a parlé aussi des écoles, hein. Comme tu l'as dit Muriel tout à l'heure à juste titre, il y a des parents qui ne souhaitent pas forcément remettre leurs enfants à l'école le 11 mai par peur ou pas, enfin on ne connaît pas forcément leur point de vue, mais voilà, il y a une crainte de toute façon. Il a donné donc, ça, M. Blanquet l'avait fait bien avant lui, il l'avait fait quelques jours avant, mais ils ont donné tout un planning de reprise des écoles. Donc le 11 mai, il y a les maternelles et les écoles élémentaires pour certaines classes. Ensuite, après, ça part sur le collège, et après, ça part sur les autres classes. Et par contre, les lycées, ce ne sera pas avant début juin, éventuellement. Voilà, donc les écoles, c'est très progressif. Ah, Muriel. Oui. Donc, bon, voilà, faut faire comme les parents sentent, hein. C'est vos enfants et vous les connaissez. Les enfants ont peur aussi, certains, hein. Après, le 1er juin, ça sera plus compliqué pour les parents qui ne veulent pas les mettre à l'école, parce qu'il faudra qu'ils aient une attestation de l'école qui indique que les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour l'accueillir. Donc, à mon avis, en juin, ça va être compliqué. Ou alors, il faudra qu'ils posent des congés payés ou des RTT. J'ai comme dans mes notes là. Donc, en gros, ils veulent quand même obliger à ce que les enfants retournent à l'école à partir de juin. Indirectement, c'est ça. Après, je pense que les parents, ou ce qui peut être important, c'est vraiment aux parents d'essayer d'apprendre pendant ce mois-ci ou ces 15 premiers, enfin les 10 jours qui restent, à avoir des gestes. Alors, c'est en fonction de l'âge de l'enfant, bien sûr, mais surtout de lui dire, quand tu as un petit copain, tu t'éloignes, tu lui expliques, bien se laver les mains, en plus de ce que pourra dire les corps enseignants, quoi.
Alors ensuite, mardi, comme tu l'as dit Jean-Louis, il y a eu la déclaration officielle au niveau du sport automobile concernant le Taklamakan Rally en Chine qui a donc été reporté. Cette 15e édition devait se passer le 20 mai prochain, donc ce mois-ci. Et le rallye est donc reporté à l'automne 2020. Moi, je doute un peu parce que c'est quand même en Chine, hein, faut pas l'oublier, c'est de là que ça vient, hein, donc le Covid. Mais bon, a priori, peut-être octobre, ils s'y attendent à le faire. Mais en tout cas, les dates ne seront pas annoncées pour l'instant, hein, puisqu'ils ne les connaissent pas. Pour rappel, en automobile, c'est notre parrain associatif de RVPB, le pilote français Christian Lavieille, qui est varois d'ailleurs, qui a remporté l'édition 2019. Et en moto, c'était l'Espagnol Armand Monléon qui avait signé la victoire pour la 4e année consécutive. Ensuite, il s'est passé aussi une autre info sport mardi qui était assez originale. C'est le Français Stéphane Brognard qui était parti le 14 février des Canaries, avant le confinement dans l'Hexagone, donc du coup, et en fait, il est arrivé en Martinique lundi soir précisément, puisqu'il a traversé l'Atlantique à la rame. Il est arrivé donc lundi 27 avril à 12h45 en Martinique, heure locale, et il savait par téléphone, il lui avait dit qu'il y avait un confinement en France et en Dom-Tom, etc., en métropole et dans les îles, et donc il était quand même assez étonné de voir vraiment comment c'était un accueil dérisoire et surtout que tout le monde était chez eux, hein, donc il n'y avait personne quasiment à l'arrivée. Après, il a compris, hein, il a expliqué, hein, il est coach mental d'ailleurs et préparateur physique dans la vraie vie, donc du coup, il a tout de suite compris que effectivement c'était exceptionnel ce qui nous arrivait. Mais en tout cas, il a réussi son pari de traverser l'Atlantique à la rame et il se prépare à un prochain défi en janvier 2021 pour traverser carrément le Pacifique du Pérou à la Nouvelle-Calédonie. Voilà, ça c'est quand même une info insolite qu'on n'entend pas forcément dans les médias, parce que les médias, ils parlent beaucoup de tout ce qui est épidémie, mais les vrais trucs comme ça de sport, on n'en entend pas beaucoup en ce moment quand même. Hein. C'est vrai que les marins connaissent le confinement. Ah oui. Ils sont quand même, ils ont une grande expérience, on peut leur en parler. Eh oui. Alors, et puis ça fait du bien d'entendre des choses comme ça, parce que c'est des gens qui ont réalisé des défis, qui les ont réussis, et ça change un peu les idées. Ensuite, mercredi, il y a eu l'information, mais elle était déjà tombée avant, mais bon, elle a été confirmée. Donc, depuis le 1er mai, les parents qui gardent les enfants, s'ils étaient en arrêt maladie, depuis le 1er mai, donc depuis hier, ils ne peuvent plus être en arrêt maladie, donc maintenant ils sont au chômage partiel. Voilà. Mais ça ne leur change rien au niveau du salaire, a priori, puisque a priori, ils ont toujours les 84% du salaire qui est versé, etc. Mais bon, c'est quand même la différence, c'est plus la CPM qui verse, du coup, forcément, c'est l'État avec le chômage partiel. Donc c'est quand même un dispositif qui sort le système maladie du jeu, en fait, là-dessus. Hein. Voilà. Et c'est à ce moment-là aussi, il paraît que pour aller à l'école à partir du 1er juin, s'ils ne veulent pas mettre leurs enfants, ils devront avoir une attestation de l'école. Voilà, ils l'ont confirmé, cette chose-là, mercredi 29 avril. Voilà. Ensuite, il y a eu un projet solidaire qui vient de vers chez vous, là-bas dans les Yvelines, enfin c'est Évreux précisément. Le projet solidaire Unis pour Évreux, qui était porté par le footballeur Mathieu Bodmer, hein, qui était niçois à l'époque, à l'OGC Nice. Et il avait porté un projet pour Unis pour Évreux, ça s'appelle, et il a réussi à collecter 65 000 euros avec une cagnotte Litchi et des dons des sportifs. Il y avait notamment Émilie Gomis, Oupak Mécano et Samuel Grandcir parmi les sportifs, et il y avait Ousmane Dembélé également aussi. Donc ils ont réussi avec tout ça à collecter 65 000 euros. Ça a été centralisé par l'association des jeunes de la Madeleine, et cette somme est ensuite reversée aux hôpitaux d'Évreux, au Secours populaire et à diverses associations du quartier. Voilà. Donc pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site internet de la mairie d'Évreux, puisqu'il y a eu un tirage au sort pour ceux qui avaient participé à cette cagnotte, et ils ont droit à des cadeaux. Voilà. Ensuite, quoi dire d'autre? Il y a eu le déconfinement de Monaco quand même, qui commence le 4 mai. Donc ça commence. Pas de décès à Monaco. Pas de décès, mais en tout cas voilà, voilà. Et le déconfinement commence dès lundi. Voilà.
Alors, je ne vais pas vous donner tous les détails du déconfinement parce qu'en plus, il nous reste moins de 4 minutes à l'antenne. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Ensuite, le 1er mai, c'était hier, les Niçois se sont mis aux fenêtres et au balcon pour entonner Nice à la Bella. Je ne sais pas si Muriel, tu l'avais fait. Non, j'ai pas entendu, écoute. Hein. C'était la fête des mai. Je connais pas, moi. Voilà. C'était la fête des mai. Ouais. C'était la fête des mai et en fait ils l'ont fait au balcon, la fête des mai. Donc il y avait Nissa la Bella qui était entonnée de tous les balcons, de tous ceux qui connaissaient la musique. En tout cas, nous on l'avait diffusé, on l'avait donné les paroles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Alors le jeudi, bon, je vais faire très rapide hein, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Donc jeudi, il y a eu un plan vélo qui a été diffusé. Vous pouvez faire réparer vos vieux vélos ou votre vieux vélo dans votre cave. Pour 50 €, vous pouvez le faire réparer en magasin. Ça ne vous coûte rien, c'est l'État qui les rembourse. Et ça vous permet de refaire du vélo. Florent, un petit mot sur le vélo? C'est bien, ça va dans l'esprit manger-bouger. C'est bien, ouais. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu la pratique du sport individuel qui a été énoncée. Donc en fait, vous pourrez reprendre le sport seul hein, à partir du 11 mai. Donc, vous pourrez rester dans votre circonférence des 100 km autour de chez vous. Donc ça laisse quand même un sacré panel, notamment pour les cyclistes. Et vous pourrez aussi reprendre des activités de sport en plein air, yoga, fitness, etc., tout en gardant les mesures de distanciation sociale. Ensuite, jeudi, il y a eu cette carte de France qui a été diffusée et qui évolue au jour le jour. Les buralistes qui ont le droit désormais de vendre des masques hein, à 5 €. Et il y a eu aussi l'arrêt de la saison de Ligue 1 et de Ligue 2, n'est-ce pas Florent? Tout à fait, ça a été l'info du jeudi. Ça crée quand même pas mal de troubles. Il y a des présidents qui ne sont pas d'accord, mais la situation est telle qu'elle est, elle est arrêtée. Voilà, chacun est responsable et va prendre ses responsabilités tout simplement. Si je ne me trompe pas, la France voudrait que les autres pays fassent de même également, et l'Italie étudie pour arrêter le championnat également. Et puis pour terminer, il y a aussi l'OGC Nice à Nice, donc le foot, qui va vendre des masques sur sa billetterie à 5 €, des masques en tissu. Donc vous pourrez les acheter très prochainement sur la billetterie de l'OGC Nice, je pense peut-être la semaine prochaine. Voilà, donc ça vient de tomber aujourd'hui, c'est donc l'équipe du foot qui m'a envoyé cette info, donc c'est bon à savoir. Voilà, on arrive au terme de notre émission en tous les cas, et merci beaucoup à tous d'y avoir participé. Merci à toi Muriel d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, hein, Florent, Jean-Louis et Jérôme, mais au contraire, c'est très bien, très bonne initiative à refaire. Eh oui. Jean-Louis, dernier mot, Monsieur le Président? Une dernière nouvelle, j'ai eu encore aujourd'hui la mairie chez nous, donc il y aura 14 000 masques qui vont être distribués par poste dès lundi 4 mai. D'accord. Florent, le mot de la fin? Merci et prenez soin de vous. Voilà. Yes, bye bye. Bonne soirée à tous et puis n'oubliez pas, vous pouvez réécouter l'émission et vous aurez les coordonnées de tout ce que vous a donné Muriel. Vous pouvez les retrouver dans notre émission en podcast. Voilà. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Voilà, donc de retour en direct, ici Jérôme. Voilà, retour en direct directement, hop. Donc ici Jérôme à l'antenne, voilà, je termine en mode audio, en mode radio, comme vous le voyez à l'image, pour ceux qui nous voient sur Facebook Live, et ceux qui étaient avec nous sur Periscope et sur VIP Radio nous ont eu en audio tout le long, dans notre émission qui a duré à peu près 1h30, 1h35. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés en direct. Merci à toute l'équipe de Reportage VIP, Florent et Jean-Louis. Et merci également à Muriel qui donc nous a donné ses activités niçoises en tant que coach de santé en entreprise. Et merci aussi à l'organisation du festival Blues sur scène qui nous ont accompagnés en début de l'émission pour nous parler du festival. Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis. C'était Jérôme et toute l'équipe de Reportage VIP pour cette émission en direct depuis
depuis chez nous, depuis le confinement. Voilà, c'est tout. Merci à tous. Passez une très bonne nuit à l'écoute de vipradioonline.fr. Voilà, et je rends l'antenne.